Bienvenue dans le débat. La France subit une troisième canicule en moins de 2 mois. 9 départements de l'ouest du Poitou-Charentes au Pays de la Loire vont virer en vigilance rouge demain vendredi. 76 en orange. Les incendies ravagent une partie du pays. 8000 hectares ont déjà brûlé en 8 jours, plus que tout le mois de juillet de l'année dernière. Le Haut Conseil pour le climat tire la sonnette d'alarme aujourd'hui. Il alerte sur l'urgence de changer d'échelle dans les politiques climatiques. Le principal problème de la France n'est plus l'absence de stratégie, mais leur mise en œuvre, martèle-t-il. La chaleur a provoqué la mort de 2000 personnes au mois de juin. Alors on va revenir sur cette troisième canicule. Que laisse-t-elle présager pour l'été? La France se prépare-t-elle à faire face à des impacts climatiques de plus en plus dangereux? Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gaël Musquet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes météorologue, spécialiste de la prévention des catastrophes naturelles. Merci d'être là. Antoine Poincaré est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des risques climatiques, co-auteur de Gérer l'inévitable, repères face à la dérive climatique, et c'est paru aux éditions de l'Aube. Vous êtes aussi directeur général de l'APAV Climate School, anciennement AXA Climate School. Bienvenue donc. Élise Nakarato, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de plaidoyer climat chez Oxfam France. Et puis nous avons Françoise Vimeux avec nous, climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Bienvenue à vous ce soir également. Merci, bonsoir. Tout d'abord, ce petit tour de table, Gaël Musquet, troisième canicule en France en moins de 2 mois. D'abord, vous êtes le météorologue du plateau. Est-ce qu'elle devrait persister au moins jusqu'à mardi 14 juillet? Ça serait votre pronostic, si je puis dire. C'est pas le mien, c'est celui de Météo France et des différents modèles qui ont tourné et qui ont été qui ont permis d'évaluer un peu à partir des températures qui ont été mesurées, voir un peu ce qui nous attend. Effectivement, jusqu'au 14 juillet, on aura des températures au-dessus des normales de saison. On va perdre un peu en intensité à partir du 15-16 juillet. Mais là, il est encore trop tôt pour dire dans quel ordre de grandeur on pourrait évidemment avoir enfin du répit après ces épisodes caniculaires, ce troisième épisode caniculaire. Donc on ne sait pas s'il va y avoir 4, 5, 6... Alors, on va avoir quelques degrés de moins, ça c'est certain, après le 14 juillet. Est-ce que ça va être généralisé à l'ensemble du pays? Est-ce qu'il va y avoir encore des régions qui vont être plus favorisées que d'autres? Là, il est encore un peu trop tôt pour le dire. Ce qui est certain, c'est que jusqu'au 14 juillet, on a des jours difficiles. Il va falloir vraiment être solidaire d'ici là, mais on en reparlera. Là, sur les prévisions météorologiques, déjà qu'on a du mal, au-delà de 3 jours, à dire quelles vont être les températures qui seront mesurées. On bat des records tous les jours, mensuels, records absolus dans de nombreuses villes. Donc là, même nous, nous sommes un peu frustrés sur... De ne pas avoir on arrive aux limites. Oui, on Ouais. arrive aussi aux limites de ces modèles qui n'ont jamais été alimentés par des données passées où on atteignait des températures aussi extrêmes. Antoine Poincaré, les climatologues l'avaient dit, les canicules donc se répètent. 8000 hectares ont brûlé depuis le 1er juillet en France. C'est l'équivalent de 3/4 de la surface de Paris. La France a sollicité un mécanisme communautaire de protection civile. Est-ce qu'on peut dire que cet été risque d'être le plus chaud que la France ait jamais connu? Oui, assez probablement. Ça y aura assez peu de doute, mais la question, c'est pas seulement la chaleur moyenne sur un été qui nous dit pas grand-chose, c'est la répétition de ces vagues. On parle de troisième vague, le sud de la France, il est à peine sorti de la deuxième. La semaine dernière, il faisait encore très chaud, début de semaine, il faisait très chaud. Le nord de la France, on a eu quasiment 2 semaines de répit, on y retourne, mais il faisait chaud quand même cette semaine au nord de la France, donc on n'a pas encaissé de froid, on peut pas recharger nos bâtiments en froid. C'est assez inquiétant. C'est-à-dire à la fois les infrastructures et physiquement, c'est aussi difficile. On sent qu'il va y avoir de l'usure, il va y avoir de l'usure des pompiers, vous le dites, le territoire est prêt à s'embraser, disait le porte-parole, le territoire entier, disait le porte-parole des pompiers. Alors que nous sommes début juillet. Et voilà, on est beaucoup trop tôt dans la saison, donc eux aussi, ça veut dire qu'ils risquent d'être sollicités à répétition, et il y a des limites à ce que nos différents systèmes de prévention peuvent encaisser. Élise Nakarato, l'Europe de l'Ouest a connu là aussi, je ne cite que des records ce soir. L'Europe de l'Ouest qui a connu le mois de juin le plus chaud jamais enregistré. Ça, c'est Copernicus qui le dit aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous frappe? Moi, ce qui me frappe, c'est que
cette troisième vague de chaleur, elle est impressionnante, mais elle n'est pas du tout inattendue. En fait, ça correspond aux modélisations, aux projections des scientifiques du climat, notamment du GIEC, mais pas que, depuis la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle. Donc, ce qui me frappe, c'est un peu ce décalage entre cette réalité qui est impressionnante, encore une fois, mais qu'on aurait pu anticiper, et cette non-anticipation, que ce soit dans des discussions, mais aussi par rapport au pouvoir public, par rapport aux services de secours, par rapport aux hôpitaux. Nous, on travaille beaucoup chez Oxfam sur l'impact du changement climatique sur la santé. Une sorte d'impréparation, de surprise un peu des pouvoirs publics. Cette impression de subir. Exactement. Et c'est un peu ce que dit le rapport du Haut Conseil pour le climat dont vous parliez tout à l'heure. Françoise Humieux, vous êtes d'accord? Est-ce que finalement les extrêmes en Europe de l'Ouest augmentent encore plus vite que ne le prévoyaient les modèles? Alors non, c'est pas tout à fait vrai en fait, hein. Les modèles de climat, ils ont une multitude, je dirais, de possibilités pour les vagues de chaleur. Et les vagues de chaleur que l'on vit aujourd'hui en Europe de l'Est, elles rentrent dans la gamme des possibles avec le réchauffement que l'on a aujourd'hui. Alors j'ai l'habitude de dire que oui, ces vagues de chaleur sont dans le haut du panier des projections climatiques, mais elles sont quand même dans le panier, hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on parle souvent de scénarios moyens, mais il y a une très grande variabilité autour de ce scénario moyen. Et ces vagues de chaleur, ça vient d'être dit, elles ont une faible probabilité d'arriver aujourd'hui avec une faible intensité, mais elles ne sont pas impossibles. On va revoir un petit peu. Vous avez un petit problème de son avec vous, hein. J'espère qu'en régie, ils vont réussir à le résoudre. Galen Musquet, un mot quand même sur El Niño, parce qu'on en entend aussi beaucoup parler. Il va se reproduire cette année. On parle de record, là aussi, d'intensité entre juillet et septembre. Est-ce qu'il va avoir un impact en Europe ? Alors on aura, parce que la planète et cette masse d'air et l'influence des océans sur l'atmosphère est vraiment liée, donc on aura des impacts aussi en Europe. Sur la France, il ne faut pas oublier que ce n'est pas que l'Hexagone. La France, ce sont aussi les territoires d'outre-mer. Et donc, ce sont ces territoires d'outre-mer du Pacifique, de l'Atlantique et de l'océan Indien qui, eux, vont être particulièrement frappés par cette grande variabilité, par ces anomalies thermiques sur l'océan Pacifique. C'est là donc où ça veut dire plus torrentiel, mais aussi très des forte sécheresses chaleur. d'un côté, des affaiblissements aussi de la capacité des pêcheurs à accéder aussi à la ressource halieutique. Enfin, ça a des conséquences sur terre, sur mer, dans l'atmosphère évidemment. Et là, malheureusement, on est sur un phénomène que l'on estime extrême. Là, pareil, avec une intensité aussi qui sera inédite, qui semble en tout cas tendre vers l'inédit. Et donc là encore, de la vigilance, de la prévention sur tous les territoires. Et l'Europe n'y échappe pas. Il faut pas oublier que l'Europe, c'est le territoire, le continent qui se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la On a planète. l'impression qu'on rentre un peu dans l'été de tous les dangers, là, je dirais, d'un point de vue De climatique. l'année, il va falloir être évidemment vigilant sur toute l'année, parce qu'on a une inertie aussi de ces phénomènes. C'est pas immédiat, et donc c'est cette inertie qu'il va falloir observer tout au long de l'année. Été de tous les dangers, Antoine Poincaré. El Niño, ça démarre à peine, hein. Donc d'abord, le gros des dégâts, ça sera quand même plutôt dans des continents extra-européens. Il faut penser aux Indiens, il faut penser à l'Amérique, à la fois du Nord et du Sud, il faut penser à une partie de l'Afrique. Pour El Niño. Pour El Niño. Et surtout, ça démarre en fin d'année, et donc le cœur des impacts, ça va être cet hiver et le début d'année 2027, et ça devrait faire de 2027 une année record, selon toute vraisemblance. Mais donc ce qu'on vit là, en Europe, n'a rien à voir avec El Niño qui est en train de démarrer. Bilan du mois de juin. On a maintenant des chiffres. La chaleur a donc provoqué la mort de 2000 personnes. Voilà ce qu'on lit aujourd'hui. Une adolescente de 12 ans est morte de chaud dans un appartement familial de Fontenay-le-Fleury. De nombreux logements, en fait, ne sont pas adaptés pour protéger de la chaleur. Avec la canicule, un logement sur 2 devient une bouilloire thermique, selon la Fondation pour le logement. Vous avez regardé ce reportage qui a été tourné à Bordeaux, où un nouvel écoquartier suscite la polémique, puisque des logements flambant neufs, avec des normes récentes, et pourtant à l'intérieur, c'est la fournaise. Rémi Casali et Marie-Pierre Cassignard. Un soleil de plomb et des appartements bouillants. Dans ce nouvel écoquartier, les habitants suffoquent. On est à 30, 34, 33, 34, ouais. Et là, c'est le 3e été qu'on passe ici et ça devient compliqué. Ouais. On vit dans le noir, on ouvre le soir, mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas. Donc Même la nuit, les températures restent élevées. Cette mère de famille est sans solution.
Moi également, mon logement, il n'y a pas le volet, ce qui fait que la chaleur, ça rentre très tôt à la maison. Même quand je ferme, j'ai toujours le bouffée de chaleur, quoi. Pourtant, sorti de terre en 2017, l'écoquartier de Brazza portait la promesse d'appartements frais l'été avec une température maximum de 25 degrés. Un projet novateur présenté en grande pompe à l'époque par Alain Juppé, alors maire de la ville, et l'architecte du projet. 9 ans après, le temps des promesses est bien lointain. Valérie a emménagé il y a quelques mois. Son appartement est plongé dans la pénombre. Ce que j'aimerais, c'est que l'architecte vive 1 an dans l'appartement pour se rendre compte de tout ce qui ne va pas. Se rendre compte que des stores en fer marron, ça n'isole pas de la chaleur. Voir que les murs, c'est du béton. Le béton n'isole pas de la chaleur. Alban, lui, est étudiant. Il a révisé ses partiels dans son studio, équipé d'une seule fenêtre. On voit bien que je ne peux pas faire de cours d'air vu que j'ai juste une fenêtre fixe. C'est pas suffisant. Surtout qu'en plus, j'étais en révision et du coup, non, c'était compliqué quand même. Des habitants qui vont continuer de voir le thermomètre grimper. Ce nouvel épisode de canicule, le 3e déjà depuis le début de l'été, devrait durer toute la semaine. Élise Nakarato, alors c'est vrai que c'est choquant d'abord d'apprendre la mort de cette adolescente dans son appartement et de comprendre que finalement, on a l'impression qu'ils sont aux normes, ces appartements, en tout cas pour l'hiver, mais ils ne le sont pas du tout pour l'été. Alors est-ce que c'est un problème de normes ou c'est un problème de construction qui ne respecte pas les normes ? Aujourd'hui, en France, en 2026, les normes de construction ne sont pas faites pour le climat dans lequel on vit. Elles sont faites pour un climat qui n'existe plus. Donc aujourd'hui, quand on construit pour une réalité qui n'existe plus. Donc il faut absolument changer ces normes-là, mais il n'y a pas que ça. En fait, quand on pense aux impacts du changement climatique, il faut bien comprendre qu'il y a 2 aspects. Il y a d'une part l'impact et d'autre part la vulnérabilité. C'est-à-dire si par exemple 2 personnes sont exposées au soleil, mais qu'il y a une personne qui a un chapeau, de la crème solaire et un t-shirt et l'autre personne qui n'a pas ça, on comprend bien que la vulnérabilité n'est pas la même. Donc aujourd'hui, on a une augmentation de l'exposition à ces fortes chaleurs, on l'a dit, qui est due au réchauffement climatique d'origine humaine et notamment à la combustion des énergies fossiles, mais on peut agir notamment sur la question de la vulnérabilité. Donc comment est-ce qu'on est exposé ou pas à ces réalités-là ? Et par exemple, on entend beaucoup parler, quand on parle de logement, du fameux diagnostic de performance énergétique, le DPE. Mais aujourd'hui, ce diagnostic-là n'est pas conçu pour protéger les habitants des vagues de chaleur. Donc il faut changer les normes, en fait. Oui, il va falloir, mais alors à chaque fois qu'on le dit, notamment sur un plateau télé, il y a de la résistance, parce que par ailleurs, il y a déjà beaucoup de normes dans le bâtiment, et il y a la crise du bâtiment, etc. Mais oui, évidemment, il va falloir. Là, les 2 enseignements clés de votre reportage, c'est la ventilation, qui est quasi absente des logiques de DPE, et même culturellement, on n'a pas en tête qu'on doit construire des logements ventilés. Et le deuxième sujet, c'est quand même incroyable de penser que les logements ne doivent pas être ventilés lorsqu'ils sont construits. Non, mais ventilés au sens où oui. la circulation de l'air doit permettre absolument de redescendre en température la nuit, parce que quand il fait 40 dehors, on ne pourra pas y faire grand-chose, il fera chaud chez vous quand même. Et le deuxième sujet, c'est les volets. C'est absurde de continuer à avoir en France des maisons sans volets. Dans le sud de la France, ça paraît complètement dingue, et d'ailleurs ils en ont partout. Et bien en fait, on a maintenant à Paris les températures qu'on avait il y a 40 ans à Montpellier ou à Marseille, donc évidemment qu'il faut des volets partout en France, urgemment. Françoise Vimeux, ça veut dire qu'il faut revoir tout l'urbanisme quand on voit que d'après justement le chiffre que j'ai cité, qu'un logement sur 2 devient une bouilloire thermique selon la Fondation pour le logement. Vous êtes d'accord avec ce chiffre ? Il vous semble correct ? Oui, alors moi je fais confiance aux spécialistes qui ont recensé ces bouilloires thermiques. Et oui, effectivement, l'adaptation des villes aux vagues de chaleur, c'est un chantier absolument énorme et c'est un enjeu qui doit être prioritaire. Il y a aussi protéger les populations vulnérables. Je pense aux EHPAD, je pense aux hôpitaux et certainement dans un second temps aux établissements scolaires. Et ce que je voudrais dire, c'est que on le voit, on vient d'en parler, encore aujourd'hui, on a des habitats qui sont très récents et qui ne sont pas du tout adaptés. Et il y a une certaine incompréhension, je pense, de notre part à nous climatologues, puisqu'on alerte depuis des années 90 maintenant, donc presque 40 ans. Et donc la question derrière est de savoir qu'est-ce qui empêche finalement la mise en œuvre de nos plans nationaux d'adaptation qui sont remplis de bonnes idées et d'objectifs ambitieux.
Il y a un problème d'exécution, c'est ce que dit d'ailleurs le rapport aujourd'hui. Oui. Il faut voir souvent que ces élus Le rapport du Haut Conseil pour le climat. Ces élus vont prendre des décisions à l'échelle d'un mandat ou à l'échelle d'une enquête d'opinion. Vous regardez, quand un élu entame des travaux qui proposent des solutions, il va faire l'objet d'une levée de bouclier des commerçants, de la population de certains quartiers. Et donc, si vous voulez, quand on regarde un chantier, pour vous donner un exemple de chantier qui a pris presque un siècle, la CPCU, la compagnie parisienne de chaleur urbaine, donc réseau de chaleur urbain qui évite à Paris d'avoir des climatiseurs en façade et du chauffage individuel, on a collectivisé, on a rendu à la collectivité un service public de la chaleur et du froid. 95 ans. La CPCU a 95 ans. Ça veut dire que des ingénieurs, il y a 100 ans, ont décidé, pour Paris, de créer un service public pour la climatisation. Aucun maire aujourd'hui, aucun président de la République ne peut garantir que les chantiers qu'ils entament aujourd'hui seront valables dans 100 ans. Donc il faut évidemment 100 ans, c'est beaucoup trop long. Mais oui, mais vous imaginez que ça aurait pu être plus grave à Paris, ces conditions climatiques, s'il y a 100 ans, nos aînés n'avaient pas pris cette décision. Donc il faut gouverner ce pays avec des ingénieurs et pas juste avec des personnes qui produisent des éléments de langage. À un moment, quand vous avez des sujets techniques, vous avez des sujets scientifiques, il faut qu'au pouvoir, dans votre cabinet, vous ayez des personnes capables de planifier des chantiers à l'échelle du pays ou à l'échelle d'une ville. Et le gouvernement qui va autoriser la location des passoires thermiques à condition d'y effectuer des travaux. C'est une mesure qui vise à fluidifier le marché du logement à Paris notamment. Qu'en pensez-vous, Antoine Poincaré? Manifestement à Paris, selon l'ADEME, c'est 18% du parc immobilier qui est en fait équivalent à des passoires thermiques. Ouais, alors deux choses. D'abord, cette mesure-là, elle ne concerne pas du tout l'adaptation à ces passoires thermiques. Le problème, c'est qu'elles consomment trop d'énergie l'hiver, essentiellement pour se chauffer, et donc elles empirent le problème in fine. Donc on a voulu les retirer du marché, en fait, forcer les propriétaires à faire des logements. Et quand on est au pied du mur et que le marché est tendu, on leur donne un dernier... c'est un peu ce qu'on fait avec l'automobile. On leur donne une espèce de dernier sursis en disant « Ah ouais, on va pas casser la machine économique ». Ça, c'est très compliqué parce que pour rebondir sur le point de Gaël, ça rend la parole publique extrêmement fragile. C'est-à-dire, on vous dit, on vous laisse 10 ans pour vous organiser, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, voilà ce qui se passera. Et parce que la parole publique n'est pas assez forte et que du coup, les acteurs économiques ne s'adaptent pas en anticipant ça, on re-rentre dans un rapport de force au moment où la mesure va devoir s'appliquer et on recule. Et ça, c'est terrible parce que ça veut dire qu'il n'y a aucune stabilité de ces mesures qui permettent à des acteurs économiques. Est-ce que ça veut dire que des travaux pendant 3 ou 5 ans, ce serait trop court? Mais en fait, c'est qu'aujourd'hui, les projections et les normes, les règles dont on vient de parler, on est tous d'accord, nous, sur ce plateau, mais globalement, tous les ingénieurs, tous les politiques sont d'accord sur le fait qu'il faut s'adapter, il faut les changer. Très bien, il y en a qui sont changés et ça dure 1 an, 2 ans, c'est de court terme. Et ensuite, c'est ce qu'on appelle le stop and go. On l'a vu sur énormément de politiques publiques, c'est-à-dire on prend des prévisions, mais ensuite on dit « Ah, finalement, ça a changé ». La fin de la voiture thermique, la rénovation thermique des bâtiments, notamment MaPrimeRénov'. On peut faire des transformations dans les logements. Finalement, c'est que certaines transformations. Finalement, plus de transformations. On refait des transformations. En fait, très instable. Exactement. Et ça, en fait, c'est ce que nous disent les acteurs économiques, c'est qu'ils ont besoin de stabilité. Aujourd'hui, en 2026, on est dans un moment de recul de toutes les normes écologiques qui permettent de protéger la population du changement climatique. Le fonds vert, qui est destiné à ce que les collectivités adaptent leur territoire pour les vagues de chaleur, pour le changement climatique. Ce fonds vert a été réduit et encore la semaine dernière, en pleine vague de canicule, il a encore été réduit. Et en fait, il y a moins de finances dans le fonds vert. Oui, et tout ça, ça ne permet pas aux acteurs publics, mais aussi aux entreprises. Effectivement, quand on prévoit de construire un bâtiment, de construire une route, de construire des chemins de fer, en fait, on a besoin d'avoir de la vision sur le long terme. Et ça, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle un backlash écologique, avec notamment des puissances économiques, des puissances politiques qui veulent revenir en arrière. Et ça ne nous permet pas collectivement de protéger la population, et notamment les plus vulnérables. Ça a été dit, c'est les personnes qui habitent dans des passoires thermiques, c'est les personnes souvent qui ont moins de moyens financiers, mais c'est aussi les personnes qui vont avoir des maladies chroniques, les personnes qui sont plus âgées, qui sont plus exposées. Donc on a besoin de normes collectives pour protéger tout le monde et anticiper sur le long terme. Et on a besoin d'exécution. C'est en tout cas ce que le Haut Conseil pour le climat affirme aujourd'hui dans son évaluation annuelle. Il estime que les politiques climatiques sont insuffisantes pour atteindre d'abord la neutralité carbone en 2050 et pour éviter une forte aggravation des risques climatiques. On va écouter justement son dirigeant.
C'est un outil qui est en place, qui est financé, mais il est changé très régulièrement, donc plus personne n'y comprend rien. On a besoin également de réduire les subventions aux énergies fossiles. Paradoxalement, on a à peu près autant de soutien aux efforts de transition énergétique que de soutien pour les combustibles fossiles. Donc là, il revenait sur la prime rénov'. La prime rénov', ça devait justement rénover pour s'adapter au réchauffement climatique. Et si ça ne marche pas? Non, ça devait rénover pour qu'on consomme un peu moins de CO2 pour pas empirer le problème. C'est le même problème que votre écoquartier. L'écoquartier du reportage, il est probablement très vertueux sur le point de vue des émissions de CO2. Et sans doute que parce qu'on s'est dit, ça coche la case du climat, parfois ces solutions très vertueuses sur le plan des émissions de CO2 n'ont pas toujours bien pensé leur adaptation. Et on le voit, on a un certain nombre de problèmes. L'aéroport de Limoges, et je le regrette, a décidé de faire une pub en pleine canicule parce que l'Intercité de Limoges ne roulait plus, parce que c'est des vieux trains qui ne sont pas climatisés. Donc de manière opportuniste, l'aéroport dit « Ah bah prenez plutôt mon avion ». Sauf qu'évidemment, vous aggravez le problème en faisant ça. Et donc il y a cette question de l'adaptation de nos solutions décarbonées. Est-ce que le train, c'est très fiable quand il fait chaud? Est-ce que la voiture électrique, ça marche bien quand il fait chaud? Est-ce que verdir nos villes, ça marche bien ou ça grille à la première canicule? Et les écoquartiers en sont un bon exemple, qui est une question fondamentale. Et c'est pas parce qu'on a fait le boulot sur les émissions de CO2 qu'on l'a fait en termes de résilience climatique. Et le plan national, allez-y, oui. Oui, c'est vraiment deux volets qu'il faut penser en même temps quand on pense à faut avoir une pensée globale au changement climatique. Il y a d'une part l'adaptation et d'autre part l'atténuation, donc réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Puisque en fait, le réchauffement climatique, c'est un peu comme si vous aviez un édredon qui était au-dessus de la Terre, qui nous réchauffe, et chaque émission de gaz à effet de serre, donc toutes nos consommations, notamment d'énergie fossile, elles viennent rajouter des petites plumes dans l'édredon. Donc on a vraiment besoin d'avoir ces deux leviers, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, donc le pétrole, le gaz, le charbon, et en même temps s'adapter. Si on fait que l'un ou que l'autre, en fait, on ne protège pas correctement la population. Françoise Vimeux, la France qui s'est réchauffée de 2,2 degrés depuis le début du XXe siècle se dirige vers 4 degrés en 2100. Donc on parle là du court terme, mais ça va être vraiment dans le plus long terme, puisque ça ne va faire que s'aggraver. Votre analyse, vous, justement, sur ces mesures qui sont prises, pas prises, quelle est votre vision? Alors peut-être plusieurs choses. Peut-être le premier aspect qu'il faut bien rappeler, c'est que oui, effectivement, on marche sur deux jambes, l'adaptation et l'atténuation. Ce que l'on sait, c'est que l'adaptation, elle a une limite dure. C'est-à-dire qu'au-delà d'un certain degré de réchauffement, il devient quasiment impossible de s'adapter dans certains secteurs ou dans certaines régions de France. Donc quand on parle de s'adapter à une France à plus 4 degrés à la fin du siècle, il faut bien comprendre que ça ne va pas du tout être joyeux. On va devoir faire des sacrifices. Si je prends l'exemple de la ressource en eau dans le sud, on va devoir décider ce que l'on garde, ce que l'on sacrifie. Est-ce que l'eau va aux agriculteurs ? Est-ce que l'eau va à la population locale? Est-ce que l'eau va aux touristes? Est-ce que l'eau va à la sécurité civile pour éteindre les incendies? Donc ça, c'est la première chose, la limite dure de l'adaptation. La deuxième chose, quand on parle de long terme, et c'est bien de parler de long terme, parce que c'est ça qu'il faut, c'est qu'il faut absolument dimensionner l'adaptation. Et en fait, on se rend compte souvent que les adaptations qui sont proposées, elles sont basées ou sur des événements extrêmes passés, et pas sur les événements extrêmes futurs ou sur des événements extrêmes futurs moyens. Or là, on le voit très bien, il faut s'adapter aux événements extrêmes du futur qui seront extrêmes. Il faut vraiment regarder toute la gamme des possibles des événements météorologiques extrêmes et s'adapter aux plus extrêmes, parce que sinon, on va dans le mur. C'est ça, s'adapter au plus extrême pour que ça puisse durer. Oui, complètement. Ce qui ne s'est probablement pas passé justement dans ces différents logements qu'on décrivait. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'euro qui n'a pas été mis à 50 ans, l'euro que l'on ne met pas aujourd'hui nous coûtera 5 à 15 fois plus cher, parce que vous avez des dégâts et des phénomènes extrêmes sur les infrastructures. Mais quand on intègre la santé mentale des populations, les personnes qui ont perdu leur maison, qui ont dû évacuer plus de 10 000 ce week-end. Moi, j'ai des amis qui sont trentenaires et quadragénaires, qui sont en très bonne santé, mais qui ont fait des crises d'angoisse la semaine dernière à l'idée qu'il allait faire chaud cette semaine.
Donc c'est dire à quel point des personnes qui ne font pas partie de la population la plus vulnérable, aujourd'hui, leur santé mentale est atteinte par les 2 épisodes caniculaires que l'on a connus, à l'idée que l'on allait en connaître un 3e. Donc il faut bien intégrer aussi, au-delà des sciences, évidemment, sciences techniques et sciences physiques, la science humaine, les sciences humaines, pour aider les populations à traverser ces épisodes. Ça, c'est fondamental. Dans le Haut Conseil pour le climat, il y a une sociologue. Et déjà, on peut s'en réjouir, il pourrait ne pas y en avoir. Mais il nous manque dans cette lecture, et en particulier dans cette lecture de l'adaptation, une vraie culture des sciences sociales. Qu'est-ce qui fait que j'écoute un message de prévention qui me demande d'évacuer ou pas ? Qu'est-ce qui fait que j'ai confiance en l'État ? Est-ce que j'ai plus confiance dans mon maire ? Comment je me comporte ? Il faut mobiliser les gens dans le monde du travail. C'est pas simplement mettre de la clim dans les bus, la réponse. C'est étendre les durées de pause, c'est prévenir les gens, c'est faire en sorte qu'ils arrivent reposés, c'est peut-être réduire la durée de travail dans la journée, jouer sur les horaires. Il faut se poser la question de comment on va projeter ces mesures d'adaptation sur un corps social qui existe. On n'a pas envie de faire les sacrifices que Françoise Vimieux décrivait. On va devoir les faire. S'adapter, c'est pas continuer à vivre pareil dans 10 ans. Et donc, il faut se poser la question de comment on va collectivement accepter ces sacrifices. C'est une très belle question politique, mais c'est une question très politique. Et c'est ce que dit le rapport du Haut Conseil pour le climat. Mais c'est 82 recommandations. Oui, et c'est aussi ce que disait le dernier rapport du GIEC, à savoir qu'aujourd'hui, si je veux voir le verre à moitié plein, on a la chance d'être dans un moment où les solutions techniques existent, tant pour la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre que pour l'adaptation. Par contre, les transformations sociales, sociétales, on l'a dit, du travail, de la santé, etc., elles sont peu mises en œuvre. Donc pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas notre journée de travail ? On le voit aujourd'hui, vous avez parlé... Il y a le projet climatique qui a été mis en place en Espagne. Dans certaines régions, effectivement, mais aujourd'hui on voit quand même des réticences très fortes. En France, il y a des personnes qui travaillent aujourd'hui par 40 degrés en extérieur et il n'y a pas d'obligation légale à ce que l'entreprise arrête de faire les horaires. Voilà. Pourquoi ? Et alors que ça ne coûte rien. Il y a des choses effectivement qui nécessitent des investissements, mais il y a des transformations qui sont sociétales et on a des freins sociaux à le faire. Donc il faut vraiment accompagner cette transformation pour que tout le monde comprenne que l'adaptation au changement climatique, effectivement, ça va être des changements importants, radicaux, dans le sens de ça va changer nos manières de bouger, ça va changer nos manières de vivre, ça va changer nos manières de travailler. Ça peut vouloir dire si on veut avoir moins de transport, moins de voitures parce qu'elles émettent beaucoup de gaz à effet de serre, et ça veut dire qu'il faut rapprocher le lieu du domicile ou d'études au lieu de travail. Ça veut dire qu'il faut changer la journée de travail. Ça veut dire qu'il faut changer le calendrier scolaire. C'est-à-dire que tous les acteurs en fait doivent vraiment prendre en considération ce réchauffement. C'est des changements sociétaux importants. Qu'on soit l'État, qu'on soit le citoyen. Et ces fortes chaleurs qui incitent les villes à s'adapter d'ailleurs rapidement, brumisateurs, végétalisation, jets d'eau. Un exemple à Niort dans les Deux-Sèvres avec ce reportage de Marine Chaise et d'Antoine Morel. 300 arbres, 4 hectares de jardin. La place de la Brèche est un îlot de fraîcheur en plein cœur de Niort. Les habitants viennent en profiter pendant la canicule. Sur la rue, c'est vraiment le côté four où on est renfermé au niveau des murs. Là, ici, on sent qu'on est bien. Difficile d'imaginer qu'il y a 15 ans, un grand parking se dressait ici. Moi, j'ai connu quand il n'y avait pas en fait, tous ces espaces verts. C'est beaucoup plus supportable. En 10 ans, plus de 30 000 arbres ont été plantés dans la ville de Niort. Des espaces ont été végétalisés, comme la place de la mairie, ancien parking transformé en jardin public, ou cette friche, métamorphosée en parc. Cette verdure permet de perdre de nombreux degrés. Cette amplitude, elle est à peu près, en période caniculaire, de 5 à 7 degrés de différence, en moins. Mettez-vous par contre sur un parking où il n'y a pas un arbre avec du bitume, là vous avez pas loin de 20 degrés de différence supplémentaire. Mais dans cette ville minérale, difficile de planter des arbres dans les rues commerçantes. Une ombrière a été installée pour l'été. Cette vendeuse constate une hausse de la fréquentation. Les gens restent plus dans ce coin-là qu'avant. Les gens fuyaient cette zone-là qui était vraiment trop chaude. Donc c'est une bonne idée, oui. Autre installation pour lutter contre la canicule, des jeux d'eau au centre de la ville. Maëlys vient chaque jour avec ses garçons pour se rafraîchir. On n'a pas tous la possibilité d'aller à la piscine tous les jours, surtout que moi, avec plusieurs enfants, je ne peux pas être toute seule à aller à la piscine. Donc ça leur laisse vraiment une possibilité de profiter de l'eau. L'eau des jeux est ensuite stockée et réutilisée pour arroser la végétation. La mairie
espère planter 30 000 arbres supplémentaires d'ici 2030. Alors c'est le bon exemple, Antoine Poincaré, mais on sait bien que il faut beaucoup plus que cela. Et puis d'un côté mettre des arbres, planter des arbres, mais de l'autre quand on met du bitume, déjà c'est quand même. Est-ce que c'est une bonne idée, ne serait-ce que ça? Alors il y a plein de sujets. Ouais. Végétaliser, c'est globalement une bonne idée. Il y a un vrai problème, c'est que le climat de Niort il va changer. Ces arbres ils doivent vivre 20, 30, 40 ans. Donc vous les plantez maintenant. Il faut pas qu'ils soient trop jeunes, parce que si jamais s'il y a un feu par exemple. Ouais, mais un arbre ça se plante pas trop vieux non plus, donc ça pose des problèmes. Est-ce que vous plantez pour le climat de demain, mais en même temps aujourd'hui vous avez le climat d'aujourd'hui? Les villes très exposées, je pense à Phoenix aux États-Unis, cherchent presque plus de l'ombre que des arbres. Alors évidemment, il y a des arbres, mais la vraie lutte, c'est plutôt les ombrières, des choses qui permettent... Donc des abris... exactement, l'idée de refuge climatique. Si demain, toutes les écoles de France sont climatisées, peut-être qu'en juillet-août, là où il n'y a personne, on pourrait les utiliser pour recueillir des gens. Le problème qu'on a avec quand même, on est à peu près tous d'accord sur le fait qu'il faut adapter. Et Gaël nous disait, vous mettez un euro... On est tous d'accord pour dire que c'est très très tard et que... Oui, mais on a presque l'idée que ça serait un truc de bon sens. Gaël nous dit, vous mettez 1 euro aujourd'hui, c'est 15 euros que vous ne payez pas demain. D'accord, mais c'est quand même en valeur absolue une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, le scénario du meilleur serait que le climat ne change pas pour les acteurs économiques. Malheureusement, il change. Et donc après, vous avez des profils de risque. Certains qui vont dire, je mets de l'argent aujourd'hui pour préserver mon appareil industriel, ma fréquentation pour cette commerçante qui est très contente de voir passer du monde. Et puis vous avez ceux qui, entre guillemets, prennent le risque et le repoussent et ça va leur coûter plus cher plus tard. Mais dans tous les cas, il faut bien avoir en tête que ça va coûter de l'argent. Donc vous avez fait une évaluation, vous, de ce que ça coûte globalement, ce que ça va coûter globalement? Alors moi, non. Il y a pas mal de mesures sur l'atténuation, comment on atteint le net zéro. C'est mentionné dans le rapport du Haut Conseil pour le climat. On parle d'1 ou 2 points de PIB. Ne rien faire, laisser filer, on estime que c'est entre 15 et 30% d'ici 20 ans de PIB en moins. Donc 15 et 30% en 20 ans, c'est à peu près 1% en moins par an qu'on vient gripper soit sur la croissance, soit si on n'a plus de croissance, en négatif et en déflation. Et il parle beaucoup de manque de moyens administratifs et financiers, le HCC, en disant qu'il y a un cadre juridique aujourd'hui en France plus dense, une nouvelle stratégie nationale bas carbone, une programmation pluriannuelle même de l'énergie, un plan d'adaptation, tout ça, ça existe. Mais l'écart persiste, dit le rapport, entre l'ambition et les résultats. Et il y a un problème donc de moyens. Et puis effectivement, un manque de vision plus globale. Ce serait ça... Oui, il y a effectivement la mise en œuvre. Par exemple, aujourd'hui, si vous habitez dans une copropriété et que vous voulez rénover thermiquement votre logement, c'est très compliqué de savoir par quoi il faut commencer, à quelles aides vous avez le droit, etc. Donc, nous, par exemple, chez Oxfam, on plaide pour avoir un numéro vert gratuit où vous pouvez appeler pour savoir à quoi vous avez le droit, comment vous pouvez vous en sortir. Mais il y a aussi la question de, effectivement, combien ça va coûter, quels investissements il faut faire. Oui, mais qui les fait et qui ne les fait pas. Vous dites les entreprises, si elles ne font pas l'investissement maintenant, ça coûtera plus cher plus tard. Mais ça coûtera plus cher à qui? Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que ça coûte plus cher à la collectivité, au pouvoir public et pas du tout aux entreprises, notamment aux entreprises qui sont responsables du changement climatique. Je pense à Total Energy, qui est une des entreprises dont le business model, le business model, c'est d'augmenter le réchauffement climatique. Nous, on pense, chez Oxfam France, qu'on devrait appliquer le principe pollueur-payeur et que cette entreprise devrait payer pour adapter et pour atténuer le changement climatique. On a calculé, par exemple, que 17 mois des bénéfices de Total Energy, ça permettrait de faire un grand plan de transformation des hôpitaux pour les adapter au changement climatique jusqu'en 2050. Donc une façon de faire participer effectivement le privé. Voilà, d'appliquer le principe pollueur-payeur. Oui, bien sûr, et là on est très eurocentré. Vous savez qu'à chaque COP, le débat, c'est comment on aide les pays qui, eux, ont besoin de se développer. Et quand on relit le rapport du GIEC, on se rend compte que les puits de carbone qu'on appelle des arbres, c'est bien de les planter en Europe, mais ils sont peut-être plus utiles dans les zones tropicales, dans des forêts tropicales qu'il faut arrêter de détruire, mais surtout replanter en Afrique, en Asie, en Amérique latine, parce que c'est là où ces arbres ont le meilleur rendement pour stocker le carbone qu'on est en train d'émettre. Donc nos égoïsmes économiques aujourd'hui, que l'on veut garder, cet argent qu'on veut garder pour nous et qu'on n'arrive même pas à dépenser pour nous, il faudrait vraiment remis en question. Exactement, il faudrait l'envoyer à l'étranger pour pouvoir aider ces pays à, évidemment, eux, s'adapter, mais aussi à être nos assurances-vie pour stocker ce carbone que nous émettons. Mais en parlant d'exemples étrangers, Françoise Vimieux, par exemple la climatisation, pourquoi en France, alors ce n'est pas forcément la solution pour tout, mais pourquoi en France les hôpitaux ne sont pas climatisés, les écoles? Quand on prend l'exemple du Japon, par exemple, le Japon en été il fait 35-40 degrés depuis très très longtemps, et tout est climatisé. Donc est-ce qu'il y aurait... Pourquoi est-ce qu'en France, finalement, en Italie aussi, finalement, les bâtiments publics sont beaucoup plus climatisés qu'en France? Pourquoi est-ce qu'en France, il y a une telle réticence?
Alors, il y a plusieurs choses. Aujourd'hui, on n'a pas de climatisation dans beaucoup de bâtiments publics parce que notre climat passé ne le demandait pas. Ce qui n'est pas le cas du Japon, hein, qui a un climat tropical humide pendant l'été, ou le cas des pays d'Europe du Sud comme l'Italie et l'Espagne. Alors après, le débat sur la climatisation pour les années et les décennies à venir en France, c'est un débat qui doit être posé sur la table, il n'est pas blanc ou noir. Moi, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a différents types de climatisation. Vous avez par exemple des climatisations avec des réseaux de froid urbain, ça a été mentionné. Vous avez des climatisations naturelles par brassage d'air ou je dirais, une architecture intérieure qui permet la circulation d'air. Et ça, c'est des adaptations tout à fait correctes. À l'autre bout du spectre, vous avez des climatiseurs mobiles peu efficaces en énergie et qui vont surtout rejeter de la chaleur à l'extérieur et participer à ce phénomène d'îlot de chaleur en ville. Et ce que je voudrais aussi dire quand on parle de climatisation, c'est qu'on ne va pas pouvoir tout climatiser. Vous n'allez pas être climatisé lorsque vous allez aller à pied, emmener vos enfants à l'école ou aller au travail. L'agriculteur dans son champ ne va pas forcément être climatisé. Nos forêts ne vont pas être climatisées et donc le risque incendie ne va pas être contrôlé par la climatisation. Donc pour moi, la climatisation, il ne faut pas que ça soit une maladaptation et il faut que ce soit une solution dans des cas bien précis. Et de nouveau, je pense au public vulnérable dans les EHPAD, dans les hôpitaux et puis dans les écoles. Il faut commencer par avoir des stores extérieurs, avoir des brises au soleil, permettre l'ouverture des fenêtres, éventuellement mettre des climatisations fixes comme le recommande le Haut Conseil pour le climat, mais probablement après la rénovation thermique des bâtiments pour empêcher que la fraîcheur ne sorte et que la chaleur ne rentre. Sacrés travaux, alors qu'on est un peu dans l'urgence, c'est ça aussi le problème. La question, c'est pas tellement la climatisation, c'est le rafraîchissement. On a besoin de rafraîchissement. Et pour avoir du rafraîchissement, on peut avoir des volets, on peut avoir des arbres plantés dans des cours d'école, on peut avoir des ombrières, on peut avoir de la ventilation. Enfin, il y a tout un panel de méthodes techniques. Et dans ce panel-là, il y a effectivement les climatiseurs. Mais si on regarde juste le petit bout de la lorgnette de la climatisation en tant que telle, en fait, on passe à côté du sujet qui est rafraîchir nos villes, rafraîchir nos campagnes, rafraîchir nos endroits de vie pour tout le monde. Mais par exemple, sur les hôpitaux, les écoles, il faudrait quand même que ça aille plus vite, mais non ? bien sûr que dans ces lieux, il faudrait que ça aille plus vite. Garder les enfants chez soi, par exemple, où il ne fait pas forcément meilleur d'ailleurs qu'à l'école, c'est quand même... Alors, il y a une question d'inégalité, entre guillemets, d'ailleurs, de ces gamins qui vont à l'école et qui parfois cuisent dans leur propre maison, et donc c'est pas pareil pour enseigner. Donc sur ce truc-là, je pense qu'il n'y a pas débat. En revanche, plus on passe de temps... clim ou pas clim, ou en tout cas refroidissement ou travaux rapides... Mais plus on passe de temps sur clim ou pas clim, qui est finalement un petit problème, qui est comment on refroidit nos intérieurs, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait sur ENR versus nucléaire pendant 10 ans. Le sujet, c'était pas ça. Le sujet, c'était sortir des fossiles, comme vous l'avez dit, pour mettre de l'électricité. Et après, on peut débattre de comment on l'a fait, très ENR, très nucléaire. La clim, c'est un peu pareil. C'est un tout petit débat, Françoise Vimieux l'a dit. On a un énorme problème agricole. On va avoir d'énormes problèmes sur nos routes, sur nos infrastructures de transport. Et ça, la clim ne va pas le régler. Donc, évidemment, climatisons les intérieurs des endroits que vous mentionnez, les écoles et les hôpitaux. Et d'ailleurs, chez nous aussi, très probablement. Et d'ailleurs, les agences du service public, le CSTB, l'ONERA, pas l'ONERA, excusez-moi, le CEREMA, donc toutes ces agences aujourd'hui qui font l'objet de réductions budgétaires et de l'ADEME notamment, qui pourraient nous projeter dans un futur souhaitable sur ces usages-là, recommandent aujourd'hui des réseaux de chaleur urbains qui permettent justement de mutualiser, qu'on crée des vrais services publics qui produisent de l'eau glacée l'été pour pouvoir refroidir. Et c'est d'ailleurs obligatoire aujourd'hui, quand vous avez des ensembles de bâtiments ou d'entreprises qui dépassent une certaine taille, vous êtes obligé de vous raccorder au réseau de chauffage urbain, au réseau urbain. Donc, ça montre... Mais là encore, c'est la norme et quelle est l'exécution ? Et donc, c'est ce que le dit le la chance qu'on a en France, c'est qu'on a, je le répète encore une fois, des territoires d'outre-mer, dans des zones tropicales, qui sont déjà, évidemment, soumis à ces vulnérabilités-là, mais qui ont la culture de la chaleur. On a oublié nos savoirs vernaculaires, c'est-à-dire que dans les Corbières, dans le massif des Corbières, on avait dans les maisons une chambre d'été qui était plus fraîche et une chambre d'hiver qui était plus chaude à côté de la cheminée. Il faut retrouver finalement cette culture. Et c'est là où on voit la limite de la modernité, c'est qu'on a oublié comment nos anciens faisaient dans ces
territoires méridionaux pour pouvoir se réchauffer ou pouvoir se rafraîchir. Et c'est vraiment la question du rafraîchissement. Il n'y a pas de climatisation à l'époque. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, mais il faut parfois remettre au milieu de ces réflexions ce que faisaient nos anciens avec beaucoup d'efficacité. Alors comment joindre la réflexion à l'action ? Et tout ça dans un délai le plus court possible. Parce que là, on parle de la vague de chaleur parce qu'on est en plein dedans. Mais en fait, les impacts du changement climatique, ça va être les sécheresses, les inondations. On le voit aujourd'hui, on a notamment beaucoup de maisons qui subissent le retrait-gonflement des argiles, donc des extrêmes climatiques et d'humidité trop forte dans des sols argileux. On a 10 millions de maisons en France qui sont vulnérables à ces RGA et donc qui commencent à se fissurer. Donc ce n'est pas juste qu'il fait chaud dans les maisons, c'est vraiment que notre façon de bâtir n'est pas adaptée au climat de demain. Donc il y a effectivement, il faut qu'on retravaille comment est-ce qu'on construit aujourd'hui. Comment est-ce qu'il peut y avoir une coopération entre les différentes strates impliquées? Et pour moi, il y a un sujet fondamental là qui est non technique, il y a la question de l'argent, du financement que vous mentionnez. Il va falloir qu'on entretienne une mémoire climatique. Ça va être, et les médias auront un rôle à jouer là-dessus. Ça va être très tentant en septembre de passer sur d'autres problèmes et de se dire, bon, c'était un sale été, mais un peu comme on a fait de 2003 finalement. Il y a eu quelques mesures post-2003, mais qui paraissent quand même bien microscopiques par rapport à aujourd'hui. Donc, entretenir cette idée, comme on entretient des hauteurs de records de crue, des choses comme par ça. exemple, ça pourrait être intéressant. Et évidemment, ça tombe plutôt bien, cet événement. Par rapport à la présidentielle, reconnaissons-le, c'est le dernier été avant la présidentielle. Mais donc, il faut aussi, nous, à l'échelle de nos copropriétés, de nos villes, de nos villages, de nos mairies, entretenir cette idée. On ne peut pas dire plus jamais ça, c'est pas comme une guerre, ça reviendra, et ça reviendra vite, et ça reviendra plus fort, c'est écrit. Et donc, à quel point on est prêt, à quel point on a entretenu cette mémoire climatique, pour moi, c'est fondamental. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. Merci beaucoup, Gaël Musquet, Antoine Poincaré, Élise Nakarato. Merci d'avoir participé également à vous, Françoise Vimeux. Merci à tous en régie et restez avec nous sur France 24.